Hello à tous et bienvenue sur le podcast Les Soleils intérieurs, un podcast dédié à la découverte de soi à travers le bien-être et la santé mentale. Je suis Enora. Je suis Elwen. Et nous sommes deux sœurs passionnées par les sujets de santé mentale et la place du bien-être au quotidien. Dans ce podcast, on a le plaisir d'accueillir des invités inspirants, des kinésiologues, des professeurs de yoga, des sophrologues, des masseurs ayurvédiques, des psychogénéalogistes et bien d'autres praticiens dédiés à l'épanouissement personnel. Après avoir traversé des épreuves comme des burn-out, des reconversions ou encore des accidents de la vie, ils ont tous en commun la quête profonde de sens. Ils ont ensuite façonné leur propre chemin et trouvé leur manière de rebondir. À travers ces entrevues, on va plonger ensemble dans leur parcours unique. Découvrons ce qui les a conduits à embrasser leur pratique et comment ils l'appliquent pour enrichir la vie de ceux qu'ils rencontrent. Au fil des conversations, nos invités partagent généreusement leurs conseils pratiques et leurs rituels bien-être conçus pour être intégrés facilement dans ton quotidien. Que tu sois en quête de sérénité intérieure, de méthodes pour gérer le stress ou simplement curieux d'explorer de nouvelles pratiques pour nourrir ton esprit et ton corps, les soleils intérieurs, c'est ton shot de bienveillance et pourquoi pas l'ouverture à de nouvelles pistes pour une meilleure connaissance de toi. Alors prépare-toi à être inspiré, à découvrir de nouvelles perspectives et à prendre des habitudes qui transformeront, nous l'espérons, ton bien-être au quotidien. Et maintenant, place à l'épisode. Dans l'épisode des soleils intérieurs d'aujourd'hui, on accueille Alexandra. Hypersensible et particulièrement intuitive, Alexandra elle a connu des accidents de parcours et c'est ça qui l'a menée tout droit à la thérapie biodynamique. La thérapie biodynamique, c'est avant tout une approche norvégienne qui est centrée sur la reconnexion à soi, la régulation du corps et des émotions. Ça permet en fait de se sentir mieux au quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Alexandra, elle nous parle justement de sa vision de la biodynamique, de ses petits rituels bien-être au quotidien, mais également de ses anecdotes et de son parcours. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode. Bonjour Elwen. Comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien, merci. Super, écoute, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Les Soleils intérieurs. Et pour commencer cet épisode, je voulais que tu puisses un peu te présenter, nous dire qui tu es et puis nous parler un peu de ta vie, quoi. Et pourquoi pas de ce qui t'a amené à la biodynamique. Ok. Voilà. Donc, je m'appelle Alexandra, j'ai 38 ans. J'ai un parcours au départ dans l'environnement et plus la protection de la nature et du vivant. Et puis j'ai des parcours des étapes de vie et des crashs de vie qui m'ont amené à découvrir la thérapie biodynamique. Okay. Et puis en fait, ça a tellement révolutionné mon monde intérieur que j'ai voulu du coup me reconvertir et pouvoir me former et le partager auprès d'autres personnes. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, peut-être qu'on peut commencer par là, parce qu'il y a plein de personnes qui savent pas ce qu'est la biodynamique. Si tu pouvais nous expliquer un petit peu ce que c'est et les outils que tu utilises au quotidien pour accompagner les gens. Ouais. Alors, la thérapie biodynamique, c'est vraiment une approche qui vient de Norvège au départ, qui a été inventée par une Norvégienne qui était physiothérapeute, donc l'équivalent de nos kinés. Et qui était passionnée de psycho. Donc, elle a fait un double cursus et un de ses premiers travaux, c'était d'être kiné en hôpital psychiatrique. Okay. Et du coup, lors de ses séances, elle observait déjà qu'elle entendait des bruits au niveau du ventre quand elle massait ses patients. Et puis soit elle observait, soit on lui rapportait des fois des réactions émotionnelles fortes ou au contraire des personnes plus apaisées. Donc, elle a vraiment échafauder toute son approche par de l'analyse clinique. Elle est partie de la clinique en fait en se disant tiens c'est bizarre, il y a des choses qui reviennent trop régulièrement, il doit y avoir un lien. Et donc elle a créé elle a découvert ce qu'on appelle le psychopéristaltisme, c'est-à-dire que c'est en fait notre système digestif qui nous permet de réguler l'émotionnel. Okay. Et en fait comment grâce à notre système nerveux autonome. Et en fait elle s'est rendue compte que par ces massages, par certains points d'appui, elle arrivait en fait à déclencher que notre système autonome se mette à réguler. Ok, donc le but en fait c'est d'aller voir dans le corps ce qui va pas, où est-ce qu'il y a des blocages, et puis d'essayer justement de les cerner et de les débloquer. C'est un peu ça l'approche. Oui, tout à fait. En fait, le but de la thérapie biodynamique, c'est vraiment de rendre la parole au corps, d'aller en douceur et vraiment de manière modérée, travailler sur les tensions profondes pour qu'elles se relâchent doucement. Parce qu'en fait, quand il y a des stress, typiquement l'exemple de base, c'est la porte qui claque, on fait tous « et qu'est-ce qu'on fait en fait ?» Donc on a toute une contraction de la chaîne dorsale musculaire et une apnée haute. Et en fait, quand ces stress-là sont répétés, on finit par imprimer dans le corps des positions
de stress. Et donc la biodynamique, elle vient par le massage, par vraiment une invitation à se reconnecter à ses sensations, venir mettre de la conscience sur les tensions pour qu'elles puissent se relâcher. Parce qu'en fait, le cerveau est très bien fait et au bout d'un moment, quand au départ, on sent qu'on est bloqué, et puis quand ça devient chronique, en fait, le cerveau coupe l'information parce qu'il peut pas être occupé à ça. Nous, on vient remettre de la conscience sur les sensations corporelles pour que la tension puisse se dénouer, et puis par le massage, voilà, des points d'appui, travailler pour que ça puisse se réguler. La biodynamique, elle part vraiment du principe que notre vécu, notre émotionnel, tout notre monde, en fait, à l'origine, c'est des sensations qu'on ressent, qu'on va traduire en émotions et puis qu'on va rationaliser avec notre mental, mais qu'en fait, c'est vraiment notre système sensoriel qui nous guide et qui fait notre expérientiel. Donc, on va vraiment travailler à ce niveau-là, en fait, dans le corps. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené, comment est-ce que tu as découvert, toi, la biodynamique, et qu'est-ce qui t'a amené justement à exercer ta pratique actuelle? C'est un gros crash de vie. Ok. Parce que du coup, il y a 7 ans maintenant à peu près, j'étais dans un boulot où je frôlais le burn-out. Avec mon ex-mari, on venait d'acheter une maison, on était en plein dans les travaux. J'ai des problèmes de santé. Moi, j'ai du diabète sous insuline et de l'endométriose qui à l'époque n'était pas découverte. Ouais. Donc voilà, j'avais en fait, avec le rythme de vie que j'avais, ma santé qui plongeait complètement, et j'allais vraiment pas bien. Et en fait, j'ai eu coup sur coup, à 2 semaines d'écart, enfin le diagnostic posé de l'endométriose après 7 ans d'errance médicale, où j'étais en plein projet bébé, et où en fait c'est le radiologue qui me l'a annoncé de manière très indélicate, en me disant alors je sais pas pourquoi vous venez, mais vous avez de l'endométriose dans cette sévère, enfin si vous avez un projet bébé, laissez tomber, faut aller voir votre gynéco, mais c'est la cata, tenez vos résultats, merci, au revoir. Donc voilà, il y a eu un peu des chocs comme ça, et la semaine suivante, je me suis fait renverser à vélo en rentrant du travail, et en fait le coup sur coup, ça a été vraiment toucher le fond, quoi, à ce moment-là. Et j'ai une amie, ça faisait un moment, elle me dit, tu sais, j'ai une thérapeute, elle est très humaine, vraiment, elle te plairait, tu devrais aller la voir. Et puis, moi, à l'époque, bien sûr, j'étais dans ma guerrière, même pas peur, même pas mal, mais non, ça va, je tiens, j'ai besoin de personne. Et puis, voilà, là, quand on n'entend pas, l'univers crie plus fort. Exactement. Du coup, là, les 2 claques coup sur coup, voilà, je me suis vue à un moment me dire, franchement, si c'est pour vivre comme ça, je sais pas trop si ça vaut la peine que ça continue. Et là, j'ai eu le sursaut parce que c'est tellement pas moi. Donc, je me dis non, là, je crois qu'il faut que je me fasse aider. Et à l'époque, je faisais de la fasciathérapie, qui est une approche un peu comme de la kiné, mais qui travaille sur les fascias dans le corps, qui est en gros du tissu conjonctif. Et la première séance de biodynamique, donc je finis par rappeler la copine en disant je veux bien les coordonnées de ta thérapeute, essayer. Et la première séance, donc on discute un peu, et puis assez vite elle me propose de m'allonger, de me masser. Et je me dis oui, bon, c'est un peu ce que je fais déjà et tout. Ouais. Et cette dame-là, qui était remarquable, elle me dit par contre, moi dans mon cadre, on fait 2 séances. C'est-à-dire on se dit bonjour, et si vous voulez arrêter, on se dit au revoir, mais c'est une séance d'arrêt. Donc si vous voulez pas continuer, il n'y a pas de problème, on reprend rendez-vous et on clôture. Et la 2e séance, je sais pas, il y a eu une révélation en fait. Je me suis dit ah non, là il y a un truc vraiment plus puissant. Je comprends pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. Ok. Et en fait, ça m'a mis sur la voie. Et assez vite, en fait, ça faisait tellement bouger de choses en moi que j'ai voulu comprendre. Et je suis arrivée un jour en me disant, je veux des références de livres, je veux quelque chose. Et je pousse la porte et du coup, ma thérapeute m'accueille en me disant, tu sais, j'ai réfléchi, tu devrais faire l'école. Donc en fait, ça a été un peu comme une évidence, tu vois, où j'ai même pas eu besoin de poser la question et où ça s'imposait à moi. Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, j'ai l'impression que plus on est connecté à son intuition, plus on a ces effets de hasard qui se produisent en fait. Si qui n'est pas vraiment du hasard, quoi. Voilà, après, je laisse libre à chacun d'y mettre ses croyances ou non. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai eu un moment où je me disais bon là, mathématiquement parlant, je défie quand même les stats.
Donc après, voilà, chacun, il projette ce qu'il veut dedans, mais moi, je pense vraiment que quand on est vraiment aligné, en fait, on peut faire confiance et que la vie nous fait rencontrer les bonnes personnes, nous met sur le chemin les gens qu'il faut, quoi. Voilà. Complètement. Et en fait, au bout de quelques mois, alors c'est rigolo, au départ, je suis rentrée la voir en disant, voilà, ça va pas du tout, je veux sauver mon couple, on n'arrive pas à avoir un enfant, machin. Et puis au bout de quelques mois, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout au bon endroit et j'ai décidé de me séparer, de changer de boulot, enfin voilà, il y a eu la reconversion et ça a été une grosse révolution. Alors, c'est pas toujours une grosse révolution comme ça hein, pour les personnes, mais en tout cas, pour moi, ça a été vraiment le déclic de me mettre sur la bonne voie, quoi. Ouais, de changer de vie complètement, quoi, de changer de cap et peut-être te tourner vers une vie qui t'épanouit plus et avec laquelle t'es plus alignée, ouais. Donc t'as fait une école qui est donc de biodynamique, quoi, de thérapie. C'est ça. Alors l'école s'appelle l'école de psychologie biodynamique. Ouais. Elle a 3 sites qui se trouvent à Paris, Lyon et Montpellier. Ok. Moi j'étais sur le site de Montpellier. C'est une école en fait qui fonctionne en 3 cycles, avec un premier cycle qui est en fait des stages de développement personnel sur 4 jours, où en fait que n'importe qui peut faire et on n'est pas obligé de tous les faire, mais voilà, c'est en tout cas des cycles de journées à thème qu'ils proposent. Okay. Et après, en fait, lorsqu'on veut devenir thérapeute, il y a de nouveau 2 cycles de 2 ans qui s'enclenchent après ce premier cycle, où en fait, il faut avoir fait au moins 5 modules de thérapie, déjà du premier, pour pouvoir demander à rentrer. Et après, il y a un entretien, il y a un dossier déjà qu'on prépare, il y a un entretien qu'on passe, où en fait, l'école vient valider où on en est un peu de notre processus de cheminement et surtout, est-ce qu'on est suffisamment solide pour pouvoir suivre les 4 ans qui viennent, parce que ces 4 ans, en gros, c'est un peu l'image que je pourrais te donner, c'est comme si tu montais dans un grand 8, quoi. Voilà, c'est 4 ans de thérapie approfondie, plus à fond. Et parce que du coup, t'apprends les outils en formation, donc l'école exige qu'on ait un suivi à côté personnel. Et après, au bout de quelques années, quand on commence à avoir des personnes qu'on voit pour des massages, d'être suivi en plus dans le cadre de notre pratique pro. Donc voilà, il y a vraiment un gros accompagnement à côté, parce qu'en fait, les sessions de formation, forcément, ça vient te faire travailler sur ton processus, mais c'est pas l'objet que tu boucles. Donc il y a vraiment besoin c'est vraiment des séances d'accélérateur où tu viens mettre un coup de programme, lavage intensif, mais après, tout ce qui est intégré, digéré et harmonisé, il faut le gérer à côté, en fait. Tout à fait, ouais, c'est ça qui est le plus compliqué. Donc, j'imagine que tu as besoin d'un vrai accompagnement, en fait. C'est pas comme une école de communication je pense que tout ce qui est pratique corporelle, psychocorporelle, je pense que c'est mobilisant. Je pense que quand tu discutes avec des ostéos ou des kinés, c'est un peu le même type d'études où tu es dans du pratico-pratique et où tu pratiques sur toi pour apprendre la méthode. Donc forcément, ça fait beaucoup bouger. Après, on y met plus ou moins de conscience. La biodynamique en approche psychocorporelle, on vient travailler sur le psychologique. Donc on met beaucoup de conscience à ce qui peut se mettre en place entre le lien de ce qui lâche au niveau physique, de comment on bouge, comment on évolue notre corps, et ensuite les liens psychologiques qu'on peut faire avec notre vécu, quoi. Ouais, complètement. Et donc toi, tu t'es installée, donc t'as fini, t'as eu tes examens et tout ça, t'as été diplômée. Tu t'es installée il y a combien de temps en tant que praticienne? Alors, en fait, donc l'école a son système de cycle. Le deuxième cycle, donc c'est l'entrée en formation professionnelle, où là, en fait, on pratique entre nous les massages. Et en fait, à la fin de ce deuxième cycle, on a déjà un premier certificat. Alors, la première année, on pratique entre nous. La deuxième année, on prend des personnes extérieures pour valider des unités de pratique. Donc, en fait, à la fin du deuxième cycle, on peut déjà commencer à pratiquer dans le cadre de l'école, en s'installant entre guillemets, en recevant du public externe, en étant supervisé, toujours. D'accord. Quand on rentre à l'école, on signe un contrat où on s'engage à être supervisé, à être suivi individuellement tout au long du parcours et à être suivi professionnellement tout au long de notre exercice professionnel.
Donc l'engagement, il est long terme. Actuellement, je suis encore très régulièrement, et je le serai toujours, supervisée dans ma pratique pour vérifier les angles morts, ce qui peut se jouer au niveau des transferts, contre-transferts avec la personne. Comment ça se passe, cette supervision, concrètement? Comment ça se passe? Là, actuellement, du coup, que je commence à avoir une patientèle, je vais pouvoir évoquer avec mon superviseur comment se déroulent mes séances, la personne, qu'est-ce qu'elle amène, comment je l'invite à travailler dessus, en gros, un peu quelle orientation on donne au travail qu'on fait ensemble. Je vais pouvoir évoquer avec elle si moi j'ai des points de difficulté, vu que je suis en début de pratique, voilà. Ou si à un moment, par exemple, des fois, tu as des personnes, son histoire, ça résonne énormément avec notre histoire à nous. Et en fait, là, c'est très important d'aller voir avec le superviseur en quoi ça résonne, pour pas en fait projeter notre vécu ou notre manière d'avoir vécu les choses sur la personne. C'est vraiment une approche qui invite à être un réceptacle pour que l'autre puisse se déposer. Donc il y a besoin d'être très au clair et d'avoir beaucoup travaillé sur son histoire perso, et de pas se laisser attraper par notre émotionnel à nous à ce moment-là. Donc voilà, en gros, la séance de supervision, on va faire un petit point météo sur moi, où j'en suis en ce moment, dans quel état je suis, est-ce que je suis bien, est-ce qu'il y a des points qui me stressent ou autres, pour déjà que je me centre sur moi. Et ensuite, on va aller voir avec les personnes que j'accompagne comment quel chemin je prends, quels sont mes choix d'outils, d'utiliser tel outil ou tel autre, ou si j'utilise un outil que j'ai pas utilisé souvent, est-ce que j'ai rencontré des points de blocage, comment je peux améliorer, affiner encore mon accompagnement. Et donc ça permet du coup de monter énormément en compétences et de pas se retrouver bloqué avec quelqu'un, en fait, d'une séance à l'autre. Si je vois qu'à une séance j'ai bloqué, je demande une supervision, et la séance d'après, quand la personne revient, j'ai de nouveaux outils, j'ai échangé. Le superviseur, en fait, quand on prend un peu de macro, il est vraiment là pour nous rassurer dans notre début de pratique et nous donner le support dont on a besoin pour se lancer, quoi. C'est génial. Et en fait, l'école insiste sur le fait que même au bout de 30 ans de pratique, on est toujours attrapé dans notre histoire. C'est du lien humain. Bien sûr. Donc il y a toujours besoin d'aller voir les angles morts, en fait, parce que des fois il y a des choses qu'on voit pas, et le superviseur, il est là pour questionner comment ça te touche, comment ça te fait réagir, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, comment tu as géré ce que tu as ressenti à ce moment-là, pour justement pas qu'on déborde sur l'espace de la personne, et que la personne, elle se sente vraiment accueillie, en fait. Les corps les corps sont très bien faits, et s'il y a du stress chez l'un, en fait, c'est le niveau de stress de la personne qui a le plus de stress qui va appeler l'autre. Parce qu'en fait, c'est très archaïque. Quand on était encore nomade, si quelqu'un voyait un danger, en fait, c'est peut-être qu'il y avait un danger imminent qu'il fallait prendre en compte. Donc, biologiquement parlant, notre système nerveux, il est fait pour se caler sur la personne la plus en stress. D'accord. Et donc, tout le jeu de la thérapie, ce qui se passe au niveau organique, sans qu'on en ait conscience, c'est que, par exemple, moi, j'ai quelqu'un qui arrive, qui est en burn-out, épuisé, hyper en alerte. Moi, ça va me mettre mon corps en alerte. Et tout le jeu, justement, de l'approche biodynamique, ça va être que moi, je puisse rester dans mon calme, parce qu'en fait, les corps vont rentrer en résonance. Donc, si j'arrive suffisamment à rester posée dans mon calme, en fait, la personne, elle va se tranquilliser. Ça va la ramener. Mais biologiquement, on a tous tendance à se mettre en état de stress. Donc, ce travail corporel, en fait, très inconscient, de pas me laisser embarquer par l'apnée de l'autre, par le stress de l'autre, et rester moi dans ma base pour que la personne, elle puisse se détendre et se déposer. C'est ça qu'on apprend, et c'est pour ça que l'école dure 5 ans, c'est qu'il y a besoin de le pratiquer, de le ressentir, de le vivre, de travailler comment j'arrive à ça. C'est ça, et puis comme tu l'as dit, c'est avant tout un travail sur toi-même, en fait, aussi. C'est apprendre à se connaître pour savoir qu'est-ce que je ressens à ce moment-là, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est moi. Et ça, en fait, ça te permet, plus tu vas te connaître, plus tu vas réussir à accompagner tes patients. Exactement. Et à réussir à les débloquer. Et d'ailleurs, comment ça se passe une séance avec toi? Alors, comment ça se passe une séance avec moi? La première séance est en général un peu plus longue, et il y a des fois des séances aussi un peu bilan qui sont un petit peu plus longues, qui durent, on va dire, entre 1h15 et 1h30. D'accord. Sinon, globalement, la séance, elle dure 1 heure.
Alors, quand c'est la première, déjà, on va faire connaissance, parce que la personne, elle découvre le lieu, elle me découvre. Elle va déposer un certain nombre de choses qui sont des fois pas faciles. Donc voilà, on prend le temps de mettre des mots sur sa démarche. Et puis après, je vais l'inviter en fonction de comment je sens qu'elle est à l'aise à avoir un temps de massage ou pas. Il y a des personnes, par exemple, j'ai eu des personnes qui étaient victimes de violences conjugales où le contact n'était pas possible. C'est pas grave. À ce moment-là, je vais quand même faire un temps corporel, mais du coup, on va pas aller sur du massage qui va être du coup trop engageant pour cette personne-là. On va aller par exemple sur commencer quand je vous regarde, commencer si je vous regarde pas, qu'est-ce que vous ressentez. Et la biodynamique, c'est vraiment toujours revenir à ces sensations-là. Commencer quand il se passe ça, ou commencer quand je vous dis ça. Voilà, on va revenir au corps progressivement. Et puis ce qui est assez un peu magique, c'est qu'en fait, avec cet accueil-là, il y a une confiance qui va se créer au fil des séances. Et en fait, par exemple, je pense à cette personne en particulier qui avait eu des violences, qui au départ m'a dit, voilà, moi, ça, on ne pourra pas avoir de massage. Et puis en fait, au bout de la 4e séance, elle me dit, je veux bien essayer un contact. Et en fait, on a mis d'autres outils avant qui ont fait que du coup, elle a eu envie ensuite de se lancer. Dans les différents outils que j'utilise, on a aussi ce qu'on appelle les rêves éveillés biodynamiques. D'accord. Qui est un peu une forme de méditation guidée. Ok. Mais où du coup, moi, j'ai un peu des fils conducteurs pour amener la personne soit au niveau inconscient à réparer certaines choses, soit qui, moi, vont me permettre d'avoir un peu une lecture diagnostique de ce qui est là, pour du coup ensuite pouvoir le travailler à un autre niveau, niveau d'exercice corporel. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler des outils que tu utilises? Donc moi, j'ai déjà fait une séance, un massage avec Alexandra, et je sais qu'on a testé pas mal de choses qui étaient assez incroyables, notamment le stéthoscope. Oui. Donc si tu peux nous en dire un peu plus. Tout à fait. Parce que ça donne une idée un peu de comment tu pratiques et de ce que tu viens réveiller chez les personnes. Tout à fait. Alors, le stéthoscope, du coup, pour boucler avec le début de notre conversation, donc Gerda Boyensen, qui est la dame qui a inventé la méthode, elle écoutait les bruits dans le ventre de ses patients avec un stétho. Et donc maintenant, on a des stéthoscopes un peu plus évolués où du coup, c'est un petit boîtier. Donc, je mets le stéthoscope soit au niveau du ventre, soit au niveau du dos, de l'abdomen de la personne. Et puis, c'est relié à un boîtier. Du coup, la personne qui reçoit le massage peut écouter. Et l'idée, ça va être, en fait, quand il y a de la régulation émotionnelle, quand notre système digestif se met à digérer nos émotions, on a certains types de bruits. Donc le stéthoscope que j'utilise là, il est calibré pour entendre ces bruits-là au niveau des fréquences où elles ont lieu. Et du coup, quand je vais masser, je vais aller chercher à déclencher certains types de bruits, ou alors je vais avoir des fois certains types de bruits qui vont me dire là, c'est trop tôt. Donc ça va être un guide supplémentaire. Et puis ça permet aussi à la personne des fois de rendre plus concret ce que je fais. Oui. Parce que tu pourras sûrement témoigner, c'est des massages qui, surtout au début, sont très doux, très englobants, très lents, où il y a peu de pression et où du coup, quelqu'un de très rationnel, il va se dire, mais en fait, il se passe rien. Oui. Et le stéto, ce qui est assez magique, c'est que du coup, ça permet vraiment de faire prendre conscience des fois qu'en fait, il se passe pas rien. C'est ça. Voilà. Exactement. Donc, je sais pas, voilà, si toi, tu veux en dire 2 mots sur ton vécu. Alors, en général, la première séance, je l'utilise pas. Parce que quand la personne, elle me rencontre, elle est en état d'alerte, elle découvre le lieu. Et donc, en fait, il y a une vigilance qui est pas, même si elle se sent à l'aise, mais qui est corporelle de la nouveauté, qui fait que très souvent, c'est rare qu'il y en ait. Ouais. Donc, ou alors, je le fais sur des personnes qui travaillent déjà beaucoup sur elles, qui font du yoga, beaucoup de pratiques, où là, je sais que le corps, globalement, il régule bien, tu vois, ce qui est, par exemple, ton cas. Oui, voilà, on a testé, ouais, ça marchait bien, et voilà. Mais c'est rare que, souvent, la première séance, soit je le mets pas, soit quand je le mets, vraiment, je dis, mettez pas d'attente à ce qu'il y ait du bruit, parce qu'il y a trop de nouveautés, et en fait, quelque part, vous êtes trop en observation de ce qui se passe. On peut être aussi dans l'attente de se dire, il se passe des choses, et au contraire, s'il se passe rien, on va se dire, mais j'ai un problème, ou je sais pas, enfin, on peut se poser des questions. Mais oui, c'est ça, le fait qu'on ait eu cette conversation avant la séance, toi, ça t'a permis de savoir un petit peu dans quel état j'étais. On a parlé aussi des choses qui pouvaient être
compliqué pour moi et tout ça, enfin ma vie quoi. Et c'est vrai que du coup tu m'as proposé le stéthoscope et au début ça a pas trop réagi je crois, mais tout doucement ça a commencé à se réveiller et à un moment il s'arrêtait plus quoi. Mon ventre c'était incroyable et puis c'était vraiment en lien aussi avec ce que tu me disais, les massages, ce que ça travaillait. Enfin je sentais vraiment qu'il y avait un gros travail qui était en train de se jouer, quoi. Et des choses que toi-même, en fait, tu penses que t'es pas forcément, c'est pas conscient pour toi. Donc, c'est là où l'inconscient vient se réveiller et toi, tu peux vraiment savoir qu'il y a des choses à travailler sur toi aussi. En fait, la rencontre, alors, notre formatrice, elle nous dit, la rencontre, on est 3, en fait. Il y a toi, l'autre et la part du mystère. Oui. Et des fois, et ça dédramatise un peu, des fois, on dit, oh là là, j'ai dit une bourde terrible. Et en fait, on dit pile le truc que quelque part l'autre a besoin d'entendre. Enfin, voilà. Ou inversement, il y a des fois, on a l'impression qu'on fait tout ce qu'il peut et ça marche pas, mais parce qu'en fait, la personne, elle est pas prête encore. Et la biodynamique, ça nous invite vraiment pendant toutes ces années de formation à éprouver ça et un peu se casser le nez entre nous sur tous ces jeux-là d'échanges qu'il peut y avoir. Et il y a vraiment une résonance au niveau corporel. Tu vois, moi, souvent, les personnes, quand il n'y a pas de bruit du tout, ben, en fait, moi, mon ventre se met à travailler. Et en fait, ça ouvre. Et c'est pour ça que des fois, il faut un temps. Et moi, je le sens. Alors, le stéto, c'est une aide. Et c'est parce que des fois, il y a des choses très subtiles qu'on va détecter au stéto plutôt que moi, je détecte pas nécessairement ou que je ressens pas. Mais et puis ça permet à la personne aussi d'avoir voilà une autre information et voilà une autre de s'entendre de l'intérieur et c'est une approche qui est intéressante. Mais en fait, les corps travaillent en résonance beaucoup plus que ce qu'on en a conscience des fois. Typiquement, c'est exactement ce qui se passe. Les mères, par exemple, qui allaitent, bah, des fois, elles ont la montée de lait juste avant que le bébé se réveille. Parce qu'en fait, biologiquement parlant, on est connecté bien plus que ce qu'on arrive à ressentir quand on fait pas de travail pour être à fond connecté à ça. Pour rebondir un peu sur ta patientèle, est-ce que tu as des schémas récurrents, des personnes qui viennent te voir pour quelque chose? Est-ce qu'il y a... Quelles sont les raisons pour lesquelles on te consulte, en fait, finalement? Alors, on est en France, donc malheureusement, on a un peu un angle d'approche où pour aller en thérapie, il faut aller mal. Oui. Ça, c'est très franco-français. Moi, je pars du principe que les outils que je transmets, on devrait les apprendre à l'école primaire, qu'on devrait tous les avoir et que ça devrait être naturel. Et qu'en fait, de travailler sur soi et d'aller vers plus de bonheur, plus de joie, par une meilleure connaissance de soi-même et de ce dont on a besoin, on devrait tous le faire en fait. Et je pense vraiment que la biodynamique, ça peut aider dans des cas, et donc je vais te le détailler, où ça va pas, mais ça peut aussi aider dans des cas où tout va bien en fait. Et en fait, quelque part, on devrait tous avoir des petites routines où on se prend des temps pour se connecter à nos sensations et permettre un peu déjà de revenir à soi et puis de sentir où on en est, quoi. La thérapie biodynamique, elle va vraiment travailler sur la régulation du système nerveux. Donc, elle va pouvoir aider beaucoup, par exemple, sur les personnes en dépression, en burn-out. Parce qu'en fait, quand les personnes sont en burn-out, il y a plus, elles sont plus, leur corps est plus capable d'autoréguler. En fait. Le corps, il fonctionne en cycle de charge et décharge. Les charges, ça va être tout ce qui va faire appel à notre système moteur. Notre stress, les choses auxquelles on pense, tout ça. Et le système de décharge, ça va être tous les temps de pause, de repos qu'on va avoir. Et on est dans des modes de vie souvent où on est sans arrêt en charge, mais on se laisse de moins en moins de temps de pouvoir réguler et décharger. Et les personnes en burn-out, typiquement, bah, c'est qu'elles ont fait décharge. Elles se sont pas du tout autorisées de temps pour que le système puisse revenir à son état d'équilibre. Et donc, du coup, à un moment, c'est trop. C'est comme l'eau dans un moulin, ça marche plus. Et les massages, du coup, ça vient dans un premier temps vraiment essayer de remettre de l'eau dans le moulin. Donc, ça marche très bien pour ça. Ça marche très bien sur les personnes très hypersensibles ou qui ont de l'émotionnel très fort qu'elles n'arrivent pas à gérer. Parce qu'en fait, c'est aussi le signe que c'est trop intense. Donc, il y a besoin de réguler et de calmer. Et puis, ça marche aussi très bien
par la visualisation, par des exercices de respiration que je proposais, tout ce qui va être gestion de la douleur. Moi, la biodynamique, c'est une approche qui a pu beaucoup m'aider à gérer les douleurs liées à mon endométriose, par exemple. Voilà. Où ça apporte des outils. En fait, la douleur, c'est quoi? C'est une information au niveau de notre système nerveux. Donc après, c'est qu'est-ce que je fais de cette information-là et comment j'arrive à la canaliser ou comment j'arrive à la compenser quand elle s'intensifie. Et en fait, le cerveau est très bien fait. On n'a pas trop de différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit, en fait. Ou ce qu'on vit et qu'on va réimaginer, on va le revivre. Et au niveau chimique, dans notre système hormonal, en se reprojetant dans des situations qui nous font du bien ou en se reprojetant dans des états de détente, on va inviter en fait le corps à produire des hormones qui vont nous réguler. Alors qu'à l'inverse, la douleur, ça va stimuler notre système d'alerte, et par exemple le cortisol, l'adrénaline, et des hormones qui vont nous mettre dans un état, qui vont augmenter notre niveau de vigilance, et qui vont nous mettre dans un état pas confortable. Donc en fait, ça va être un peu une bataille entre est-ce que je laisse quelque part le système s'emballer et où du coup je vais me mettre de plus en plus en épuisement parce que c'est ce cocktail hormonal là dans mon corps qui est majoritairement délivré, ou est-ce que j'essaye par des outils de visualisation, par un travail de relaxation, par de la respiration, de renforcer et d'essayer de compenser du coup ce système qui est en train de se mettre en place. Et donc ça, voilà, la biodynamique typiquement, elle apporte des outils très concrets et très simples en fait pour travailler sur ça. Alors après, c'est complémentaire et ça résout pas tout. Bien sûr. Si les douleurs sont trop fortes, enfin voilà, je pense vraiment qu'il faut le voir comme quelque chose de complémentaire à d'autres approches et sur des personnes qui ont besoin de prendre des cachets. Je suis pas en train de dire qu'en faisant ça, on prendra plus de cachets. Et il y a des moments où sûrement les cachets sont nécessaires, voire indispensables. Donc voilà, c'est pas à mettre en opposition ou c'est pas à confronter, c'est vraiment quand on est avec, par exemple, des grosses douleurs, c'est toute petite rivière va faire un fleuve derrière. Donc, c'est des choses complémentaires à amener pour améliorer et retrouver petit à petit un état d'équilibre. Et du coup, à part les problèmes potentiels de stress chronique, de dépression, de burn-out, est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles les gens viennent te consulter ? Alors oui, il y a un autre domaine qui est un de mes fers de lance qui va être le rapport à l'alimentation. D'accord. Donc en fait, j'accompagne pas mal de personnes qui peuvent être en obésité ou qui ont des problèmes de rapport au corps, d'anorexie ou de compulsion alimentaire, de troubles au niveau pulsionnel, addictaux autour de l'alimentation. Alors déjà parce que moi l'alimentation avec le diabète et l'endométriose, ça a été quand même à titre personnel voilà, un sujet clé de comment ça pouvait impacter mon quotidien et comment ça pouvait améliorer mon quotidien. Donc voilà, j'ai testé beaucoup de choses, j'ai expérimenté beaucoup, et puis à titre perso, et puis je me suis formée aussi pour éventuellement pouvoir accompagner en coaching, en nutrition. Mais en fait, très souvent, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que souvent les personnes, elles savent ce qu'il faut faire. Et en fait, ma valeur ajoutée et la valeur ajoutée de la biodynamique surtout, c'est pas tant sur donner des repères. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas appris, qui savent pas, et où c'est important d'expliquer c'est quoi une assiette équilibrée, comment je me repère au niveau des quantités sur ce que mon corps a besoin de manger. Et il y a des outils, par exemple, avec la taille des mains et ce qu'on peut contenir dans nos mains pour avoir des repères. Donc, il y a des petits tips comme ça qui sont intéressants. Mais en fait, très souvent, si je prends par exemple l'exemple des kilos superflus, ces kilos-là, on les a pris à des moments donnés parce qu'il y avait du stress ou des choses à gérer, des personnes à charge, des fois des personnes âgées dépendantes ou des enfants. Donc en fait, ces kilos, ils sont plus émotionnels et liés à notre vécu qu'autre chose. Ou alors quand on a des modes de fonctionnement compulsifs où on ne peut pas s'empêcher d'eux, très souvent, ça fait appel, c'est des mécanismes qu'on a mis en place de très jeunes. Et du coup, ça fait appel à un mode de fonctionnement qu'on a créé à cet instant-là pour réussir à survivre, pour réussir à traverser ce qui était difficile à traverser. Et on est un peu piégé dedans. Donc en fait, la biodynamique, elle va venir à la fois travailler sur le corps. Donc par exemple, ça va être beaucoup, je vais leur demander
comment c'est dans votre corps, comment vous le ressentez, où est-ce que c'est, est-ce que ça a une couleur, est-ce que ça a une texture, est-ce que ça prend un endroit donné. Voilà, pour vraiment venir petit à petit les accompagner à remettre de la conscience dans leur corps. Parce qu'en fait, très souvent, ça fait appel des fois à des choses douloureuses, ou douloureuses psychologiquement ou physiquement, mais psychologiquement. Et donc, en fait, on a tendance à couper. Tout à fait. C'est le carreau de chocolat qu'on prend pour se remplir, mais on se remplit pour pas sentir un vide. Oui. Et aller sentir le vide, c'est pas facile. Non. Et c'est, du coup, l'intérêt d'être en thérapie et de le faire avec quelqu'un, c'est qu'on n'est pas seul pour le faire. Voilà. Complètement. Donc, ça va être... voilà, souvent, les personnes qui viennent me voir, c'est qu'elles ont déjà fait des régimes, elles sont suivies par un nutritionniste, elles essayent au maximum de faire ce qu'elles peuvent, mais en fait, elles n'y arrivent pas. Et c'est tout sauf une question de volonté, en fait. Okay. C'est vraiment... la pulsion, c'est l'instinct, c'est comme le sursaut, en fait. C'est quelque chose de notre système nerveux qu'on ne contrôle pas. Et donc, du coup, déjà, moi, je déculpabilise en me disant, voilà, faut vraiment pas se reprocher de pas y arriver, parce qu'en fait, ça vient travailler à un niveau où c'est pas le mental qui va arriver à contrôler. C'est bien plus fort. Et ensuite, on va voir dans le corps, on va essayer de remettre de la circulation, de remettre de la conscience corporelle pour progressivement décaler l'indicateur. Et fait que peut-être, au lieu de devoir manger la tablette, on va peut-être avoir des warnings un peu plus tôt et on va passer de la tablette à la demi-tablette, à la ligne, au carré. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que on va pas se laisser atteindre un niveau de stress si haut qu'il n'y a plus que ce soit-là pour arriver à survivre, parce qu'on est dans de la survie à ce moment-là. Mais on va mettre en amont des petits indicateurs où dès qu'on va commencer à sentir, on va dire ok, là, je souffle, je prends conscience que là c'est dur pour moi, ne serait-ce que juste ça. Des fois juste de se dire ah ouais, là je suis en train de vivre un truc pas facile, mais des fois ça fait des merveilles en fait. Complètement. Donc voilà, c'est tout un travail d'accompagnement où en fait les outils de la biodynamique sur le ressenti corporel et sur revenir à soi sont en fait très efficaces et vont pouvoir apporter des solutions là où on n'a plus de solutions dans le régime. Parce que ces personnes-là, elles comptent mieux que moi leurs calories, elles savent ce qu'il faut qu'elles mangent ou pas, voilà. Ouais, c'est ça. Et puis, des fois, je pense à des personnes, des fois, qui ont des rythmes de vie décalés, qui me disent, bah oui, la nutritionniste, elle me dit qu'il faut que je fasse 3 repas, mais moi, je peux en faire qu'un. Ah ouais, mais on fait comment? Donc voilà, il y a besoin de déculpabiliser et vraiment de se mettre au service de la personne et de ce qu'elle veut vivre. Et j'ai eu cette chance aussi d'avoir, à titre perso, tu vois, par rapport à la gestion de mon diabète. Moi, je suis suivie sur le centre de Martigues et je reste à Martigues parce que j'ai une diabétologue. Je suis arrivée, elle m'a dit, alors vous allez m'expliquer comment vous voulez vivre, ce que vous faites, c'est quoi votre quotidien, et après on va adapter votre traitement. Mais combien il y en a des médecins qui ont cette posture-là? Très peu, malheureusement. Et voilà. Et c'est pas du tout pour les accabler, parce qu'ils ont des modes de fonctionnement, on leur apprend pas à être dans cette écoute-là. Et voilà, moi, j'incite vraiment de plus en plus à rentrer dans un dialogue, en fait, avec les patients, avec les personnes. C'est ça, en fait, ce que j'ai compris de la biodynamique, c'est que c'est quand même basé sur l'écoute. L'écoute, toi, en tant que praticienne, qui va écouter vraiment les besoins, les ressentis, et l'autre personne, qui est le patient, qui va être amené à s'écouter lui-même. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si toutes les clés sont à l'intérieur de lui, et qu'on veut juste les faire résonner, quoi, et puis qu'ils en prennent conscience. Et je trouve que je trouve justement que c'est pas brusque en fait comme pratique, et c'est que aussi tout le monde peut le faire, peu importe le sujet, et c'est ça que je trouve vraiment incroyable, quoi. C'est qu'il n'y a pas de stress à avoir non plus, et c'est hyper bienveillant aussi, je trouve. Oui, le but c'est vraiment d'accompagner la personne pour qu'elle puisse s'épanouir en fait. Voilà. Et des fois, on est un peu coincé par des modes de fonctionnement automatiques qu'on a mis en place très tôt pour se protéger, et sauf que il y a un moment où des fois il y a une bascule et on les subit plus qu'on les choisit. Et autant ils sont à remercier et ils sont pas du tout à confronter, mais c'est d'en prendre conscience pour que quelque part avoir le choix qui s'active ou pas. Et des fois c'est des très belles ressources, par exemple de pouvoir être un peu en dissociation, mais dans des situations d'urgence c'est vital en fait, de pouvoir être coupé de son émotionnel, de pas être complètement
embarqué pour pouvoir à froid réagir comme il faut. Sauf que si on est systématiquement coincé dans ça, ben, on peut plus entrer en lien avec nos proches, donc voilà, en fait, c'est remettre de la pulsation dans le corps, remettre de la pulsation dans la vie pour rendre la personne plus libre de choisir comment elle réagit, voilà, et de plus faire qu'elle subit un mode de fonctionnement dans lequel elle a dû se construire. C'est ça, parce qu'aussi on parle généralement qu'il y a des schémas répétitifs, c'est-à-dire que quand une situation a été traumatique pour toi, il y a des choses que tu vas mettre en place en termes de défense pour te protéger, quoi. Et justement, je pense que la biodynamique, elle est là aussi pour défaire ces schémas, aller voir en douceur, exactement. Parce que le problème, c'est que si tu viens taper dedans, ils vont se renforcer. En fait. Et c'est tout le jeu de la biodynamique, c'est de mettre suffisamment de conscience pour aller les voir. Et moi aussi, dans le corps, dans les massages, aller suffisamment au niveau de contact des tensions, mais pas de rentrer trop fort dans la tension pour pas qu'elle se renforce. Alors, des fois, ça lâche sur le moment, mais en effet rebond derrière, ça reverrouille gonflé. Donc, voilà, c'est vraiment tout ce jeu. Et il y a vraiment comme deux facettes d'une même pièce entre le corps et l'esprit, en fait. Et c'est ça qui est assez magique avec cette méthode. C'est qu'en fait, en prenant l'angle d'attaque du corps, ça fait bouger au niveau émotionnel et au niveau de son mental, sans qu'on le veuille quelque part, de manière très naturelle et spontanée, en fait. Et du coup, par exemple, des personnes qui disent « moi, j'en ai marre de raconter mon histoire, je veux pas parler », en fait, moi, c'est OK. Vous voulez pas parler, c'est OK de vous faire contacter. Allongez-vous, je vous masse. Et en fait, les choses, après, elles vont se faire au fil de l'eau, en fait. C'est ça, en fait, l'idée, c'est de s'adapter à chaque fois à la personne, à son besoin, et en fait, t'adaptes aussi les outils, quoi, au final. Et tu vois, je repense, tu me demandais des cas, si j'avais des patients. Je pense là à une patiente que je suis, qui est phobique, en fait. Et en se concentrant sur des exercices où elle se concentre sur d'autres sens, par exemple, on a trouvé un truc et c'est elle qui l'a trouvé. C'est en fait, elle se balade avec une petite étole qui lui fait penser à son lapin. Et en fait, ça lui permet de se calmer. C'est-à-dire que du coup, quand elle sait qu'elle a quelque chose qui va déclencher sa phobie, eh ben, elle attrape son étole, elle se concentre sur ses sensations. Donc, ça la disjoncte un peu, ça la coupe un peu de l'emballement de ce qui lui déclenche sa phobie. Et elle a fait des progrès énormes, en fait. C'est incroyable. Et ça, c'est génial. Tu vois, et c'est un tout petit truc. Et moi, je n'aurais pas pensé, c'est par l'échange avec elle et en travaillant sur son ressenti corporel, qu'en fait, elle a pris conscience que le toucher, c'était quelque chose qui lui faisait beaucoup de bien. Et donc, du coup, et qu'on a cherché sur qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour stimuler ce sens-là à ces moments-là, pour la détourner. Et en fait, c'est ça qui est, je trouve, magique avec ce métier-là, c'est que ça demande à être très créatif. Et en fait, je sais pas à l'avance d'une personne à l'autre comment va se dérouler la séance, même la même personne d'une séance à l'autre, tu vois, parce qu'il s'est passé du temps, ce qu'on a fait, ça s'est intégré dans les jours qui ont suivi la séance d'avant. Donc, à chaque fois, c'est comme si je découvrais quelqu'un de nouveau, quoi. Une personne sous un nouveau jour. Et ça, c'est magique d'être dans ce lien-là. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui me fait vibrer dans cette approche, c'est d'être dans cette rencontre, en fait, avec l'autre. Et justement, est-ce que toi, tu aurais des anecdotes à nous partager de certains patients que tu as eus, qui ont eu justement, qui ont connu une vraie différence, que tu as pu accompagner au quotidien, quoi. Je pense à deux patients, un qui illustre vraiment l'approche psychocorporelle. C'est un jeune homme qui, au départ, est venu me voir parce qu'il sentait que sa chérie lui disait qu'il savait pas exprimer ses émotions. Puis lui, il sentait qu'il avait peut-être un peu des choses sur le cœur qu'il n'arrivait pas à dire. Donc, au départ, il arrive en me posant ça. Et puis, donc, on passe assez rapidement à des temps de massage. Et en fait, en le mobilisant, quand j'arrive au niveau de sa tête, donc souvent, je fais des mouvements très lents de droite-gauche pour voir. Et lui, il y a un côté où vraiment ça résiste, quoi, où je sens que le corps veut pas y aller. L'autre côté, c'est très fluide. Et dès que je repasse au milieu, ça bloque. Donc, la première séance, je me demande, est-ce que vous sentez une différence entre quand je mobilise votre tête? Il me dit, non, je sens rien. Donc, je dis, ok, concentrez-vous sur mes mains et voyez si vous sentez une différence. Première séance, pas flagrant.
Deuxième séance, donc pareil, on a notre temps d'échange, je me mets à le masser, puis j'arrive au niveau de la tête, je sens toujours la résistance, et là il me dit « Ah oui, là ça y est, je commence à sentir qu'en fait ça grince un peu d'un côté et pas de l'autre. » Ok. Il se repasse encore une autre séance comme ça. Et du coup, la quatrième séance, donc je commence à me mobiliser. Et là, d'un coup, il me dit « Oh, je viens de me souvenir, quand j'avais 5 ans, ma mamie s'est faite agresser, elle était en train de m'attacher dans la voiture, et en fait, elle était du côté où ça bloquait. » Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que la séance d'après, ça bloquait plus. Waouh. Donc, c'est pas toujours un effet waouh comme ça, tu vois. Des fois, on n'a pas le souvenir qui remonte. Mais en tout cas, le travail corporel, il a permis de gagner en mobilité, c'est-à-dire que en se rendant compte qu'il bloquait, ça lui a permis, lui, de revenir à lui pour travailler sur le déblocage. Et là, il s'est avéré que le déblocage lui a carrément fait remonter le souvenir traumatique. C'est pas toujours le cas. Et nous, on cherche pas à ça. La biodynamique, elle va venir toujours renforcer la part qui va bien de la personne. Okay. On va jamais aller confronter un trauma et on va jamais aller questionner la personne sur ce qui est difficile pour elle, en fait. On part du principe que en se mettant dans un état d'accueil suffisant, la personne, elle va venir déposer au moment où elle a besoin ce qu'elle a besoin de déposer. Donc, moi, par exemple, j'ai des personnes des fois qui arrivent et qui me disent, par exemple, j'ai été victime de viol, je vais jamais questionner. Bien sûr, si elle a envie de m'en parler, en fait, elle va m'en parler naturellement. J'ai pas besoin de questionner. Et si elle a pas besoin de m'en parler, bah, c'est peut-être juste une information que je vais avoir et c'est tout. Et j'en aurais pas besoin parce que moi, mon travail, il est avec le corps. Oui. Donc c'est ça qui est intéressant. La biodynamique, elle intéresse aussi des gens. Des fois, je pense à une personne qui, moi, ça fait 25 ans que je suis en thérapie. Analytiquement parlant, je peux vous expliquer tout décortiquer, mais par contre, je suis toujours dans les mêmes schémas répétitifs et là, je vais en sortir. Parce qu'en fait, il y a forcément de l'écoute et un temps de parole, mais c'est pas là qu'on travaille, c'est à d'autres niveaux. Ouais, complètement. Et pour toi, quel serait le lien entre la douleur et l'émotion ? Est-ce que justement, à chaque fois qu'il y a une douleur quelque part, est-ce que ça veut dire qu'il y a une émotion qui est passée par là, qui est restée coincée, ou qu'est-ce que tu en penses de Pour moi, la douleur, c'est plus le signal qu'il y a un blocage dans le corps. Et en fait, derrière une douleur, il y a des personnes qui vont être très résistantes à la douleur. Ça va pas mettre dans de l'émotionnel. Il y a des personnes qui vont, globalement, si on pouvait quantifier, avoir peu mal, mais avoir tellement peur d'avoir mal qu'en fait, leur émotionnel va être très, très fort. Donc, pour moi, le phénomène de douleur dans le corps, il est pas corrélé à l'émotionnel qu'il peut y avoir derrière. Et par contre, un émotionnel trop fort peut entraîner de la douleur psychique. Ouais, bien sûr. Donc, c'est important de prendre en compte les deux, mais pas nécessairement de les lier, en fait. Par contre, tu vois, quelqu'un au début, dans l'entretien initial, je demande toujours est-ce qu'il y a eu des opérations, est-ce qu'il y a eu des blessures pour avoir des points de vigilance quand je manipule le corps. Est-ce qu'il y a des zones que vous voulez pas que je touche? Parce qu'en fait, par exemple, quelqu'un qui a eu un cancer du sein, où il y a eu une ablation, il y a ce que la cicatrice de l'opération va amener en fibrose, très techniquement dans les tissus, mais il y a peut-être aussi que la personne, c'est tellement difficile psychologiquement pour elle de vivre cette perte-là qui va représenter symboliquement le féminin, peut-être sa maternité ou autre, que du coup, c'est à questionner. Même s'il n'y a pas de douleur physique, est-ce que c'est OK que je m'approche de cette zone-là, tu vois ? C'est vraiment le dialogue. Et inversement, en fait, j'ai un patient qui a des pathologies assez rares, assez graves, qui a dû être opéré, qui est ouvert d'un bout à l'autre du ventre. Sa cicatrice lui fait pas mal, c'est OK, c'est complètement OK. Au contraire, ça le soulage parce que je viens du coup mobiliser les tissus et travailler, et c'est complètement tranquille pour lui. Et ça, moi, je peux pas le savoir. C'est vraiment tout l'objet, c'est vraiment justement d'être dans ce dialogue et de le ramener à commencer. Et des fois, j'ai des personnes, elles me disent je m'étais pas posé la question, je vais pas vous répondre. Et c'est très bon de prendre ce temps-là pour qu'elles puissent se questionner. Mais en fait, commencer pour moi, pareil, tu vois, quand il y a eu des grosses opérations, je repense au cancer du sein où il y a eu la chimio, des fois il y a plusieurs interventions. Après, quand il y a une reconstruction, des fois il y a beaucoup d'interventions. Ça devient quelque part banal de passer sur la table d'opération, être mobilisé, même que ça soit ressentir des sensations désagréables.
Donc là, nous, on retravaille un cadre où elles redeviennent maîtres de est-ce que c'est OK ou pas qu'on me touche, comment je veux qu'on me touche. Et ça, c'est hyper important parce que ça leur redonne du pouvoir sur leur corps et sur leur vie. Ouais, voilà. C'est une autre facette qu'on regarde. Où il y a le cadre médical, en effet, où techniquement, quand elles choisissent de se faire opérer, elles ont entre guillemets pas le choix et il faut en passer par là. Mais là, c'est un autre cadre. On vient prendre la personne vraiment dans sa globalité, et pouvoir remettre des mots et peut-être réparer à des moments où elles se sont peut-être senties envahies ou pas assez respectées à un endroit dans leur intégrité. Du coup, nous, on vient le restaurer avec l'approche psychocorporelle. Bah, super. Génial, c'est hyper intéressant. Moi, je suis toujours, là dans le podcast, on est toujours à l'écoute de nouvelles pratiques, que ce soit de la thérapie pour accompagner les gens et que les gens puissent aussi eux trouver une pratique qui leur correspond. Et je voulais savoir aussi, est-ce que toi, tu as des rituels bien-être au quotidien que tu utilises pour être mieux et pour te sentir bien, quoi? Alors, j'ai pas de rituel ou de routine à proprement parler. Parce que de devoir faire quelque chose, par exemple tous les matins, prendre un temps, moi c'est quelque chose qui me stresse. D'accord. Par contre, bien sûr, j'ai tous les outils de la biodynamique que j'intègre au quotidien. Et puis, je trouve que c'est bon de s'accorder des temps pour soi. Et ça, c'est quelque chose que je fais au quotidien, où j'essaye pas toujours au même moment dans ma journée, pas toujours en faisant les mêmes choses, mais de pouvoir en fait finir ma journée et me dire j'ai eu ce petit temps avec moi. Et ça peut être très court, ça peut être prendre un temps 30 secondes au soleil pour sentir les rayons, ça peut être prendre un temps pour dessiner, ça peut être juste me dire non mais là je suis crevée, je me mets devant ma télé et je chill. Voilà, peu importe, mais de pouvoir moi à la fin de ma journée me valider que j'ai pris un petit temps avec moi et que j'ai été à mon écoute. Ouais, complètement. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, c'est quelque chose que je trouve qui a une vraie incidence dans mon quotidien. Je sens que quand je prends du temps pour moi, quand je suis alerte et que je me pose la question de si je vais bien, ça change beaucoup. Et la méditation, typiquement, bon, j'en parle beaucoup dans ce podcast. Moi, c'est vrai que je médite énormément et je sens que c'est la manière de m'ancrer, c'est la manière de me considérer en tant que personne, comment dire, d'abord aussi d'augmenter ma confiance en moi, c'est bête, mais savoir que tu existes, c'est un peu te respecter et c'est garder cette confiance que tu as en toi. Et après, tu vois, ce serait intéressant de voir, toi, comment tu médites. Parce qu'en fait, on a plein de manières différentes de méditer. Complètement. Ça dépend des jours, comme toi. Oh, j'ai le micro. Du coup, en général, ce que je fais, c'est que si je sens que j'ai besoin d'ancrage, je vais faire un scan corporel en fait, mais je vais toujours me mettre dans un environnement calme avec un casque qui me permet de pas entendre les bruits. Je me mets une petite musique d'ambiance, soit des bruits de la nature, soit des fonds blancs, ça dépend. Et j'essaye de scanner mon corps et pour savoir où j'ai mal, parce que des fois on se rend pas compte, comme tu l'as dit, mais dès qu'on se concentre un peu sur soi en introspection, on se rend compte oui, j'ai mal là en fait, j'ai cette douleur et juste prendre du temps pour soi. Et sinon après, ce que je fais, c'est que je fais plus un peu des rêves éveillés, comme tu disais. J'ai plus tendance à visionner, partir dans des paysages. Ouais, c'est ça exactement, m'évader un peu et ça me fait beaucoup de bien. Ou comme tu dis, retrouver des souvenirs un petit peu parce que ça te permet d'élever ta dopamine, comme tu disais, d'éveiller tes sensations, tes émotions et ça me fait vachement de bien, quoi. Donc ça dépend des jours, vraiment. Et voilà, écoute, sinon, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens justement par rapport à la biodynamique, des choses que eux ils pourraient intégrer comme l'automassage, je sais qu'on en avait parlé dans leur quotidien. Alors oui, déjà juste comme on disait, de se contacter. Donc ça peut être, si par exemple quand il y a des tendinites ou quoi, de pas hésiter à au moins juste ne serait-ce que poser la main, se masser un peu. Faire confiance au corps, enfin. En fait, les mains, elles savent faire sur soi. Donc, en automassage, on peut pas faire de bêtises. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment quelque part d'aller à la rencontre de soi et de se donner à soi ces petits temps-là. Beaucoup travailler avec la respiration. C'est un des fondamentaux en biodynamique.
En fait, ça rejoint la notion de cycle de charge et de décharge. L'inspire, elle va renforcer la charge et l'expire, elle va favoriser la décharge. Et en fait, on se rend compte, je pense si on prend quelques secondes pour repenser à nos journées, que on arrive très souvent à se mettre en apnée et on inspire et on bloque. Et donc en fait, si je devais donner un conseil, tu vois, sur ça serait penser à souffler. Mais vraiment très techniquement, à vider vos poumons, parce qu'en fait, on travaille toujours avec très peu de notre capacité respiratoire. Et des fois, ne serait-ce que de pouvoir juste faire... Ouais, tout vider. Ça nous... Hop, on est reparti, quoi. Complètement. Et voilà, tu vois, ça dure 4-5 secondes, mais des fois, c'est un plus. Et alors moi, c'est rigolo parce que maintenant, je souffle et je souffle fort. Des fois, je m'entends souffler et je le fais un peu de manière Après, ça devient des automatismes de régulation dans le corps. On n'a même plus besoin d'y penser. C'est ça. Mais voilà, de prendre le temps de souffler, ou typiquement quand tu es dans les bouchons, que tu es pressé, que tu sais que tu vas être en retard et que de toute façon, tu peux rien faire. C'est vraiment une situation où tu as le volant en plus pour te crisper. Exactement. Où tu te mets. Et plutôt que du coup de s'énerver, de se dire, ok, en fait, juste, je peux rien faire sur la situation, donc je lâche les prises, et je souffle, en fait. Ouais. Voilà, donc souffler. Ouais, complètement. Pour les personnes qui voudraient prendre rendez-vous avec toi, comment est-ce qu'on peut te contacter ? Principalement par téléphone, c'est le plus simple. J'ai ma page Google, du coup, où il y a mes coordonnées. Et puis, il y a le nouveau site web qui va bientôt arriver. Trop bien. Là, il y aura le téléphone qui sera rappelé. On pourra carrément prendre rendez-vous en ligne sur 2 journées par semaine. Super. Voilà, les autres jours, je préfère toujours passer par le téléphone parce que ça me permet d'ajuster et voilà, de pouvoir avoir des cas particuliers si je dois me déplacer ou autre. Mais du coup, il y aura 2 jours, on pourra aussi prendre rendez-vous en ligne. Bah parfait, bah écoute, on mettra tout ça en lien sur YouTube et sur Spotify, Apple Podcast. En tout cas, je te remercie d'être venue, c'était super intéressant. Vous, et puis, avec plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt. Ciao, ciao.